Alors bonjour, bienvenue pour notre commission d'enquête sur le Covid-19. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'auditionner Monsieur Pascal Boireau, qui est donc directeur du laboratoire de santé animale à l'ANSES. L'ANSES, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est bien ça, mais je vais vous laisser préciser ces éléments-là dans votre présentation. Merci d'avoir accepté notre audition. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, l'ANSES est donc une agence évidemment d'expertise, mais qui héberge également des laboratoires en son sein, et je dirige un de ces laboratoires en infectiologie animale. Et donc, c'est le thème de ce sujet aujourd'hui, à travers le concept qu'on appelle One Health, un monde, une santé. Alors, je vous propose de peut-être le présenter en quelques minutes et de voir toute son importance en infectiologie. Concept qui peut être présenté comme un vieux concept, comme un concept qui est modernisé. On va voir cela en quelques instants. Alors, par contre, voilà. Peut-être pour aborder ce concept, il faut voir dans quel monde on vit, tout compte fait, avec un zoom sur les maladies infectieuses, puisqu'on pourrait voir ce concept sous d'autres facettes. Alors, on est dans un monde où il y a une circulation importante d'animaux de façon naturelle. Ce sont les couloirs, effectivement, de migration aviaire, et pour lesquels, effectivement, vous avez la transmission d'un certain nombre de virus que beaucoup de concitoyens connaissent, qui sont le virus influenza. Les influenzas aviaires, effectivement, bénéficient de ces voies naturelles de véhicules, effectivement, par les oiseaux, mais pas que. Ils peuvent bénéficier également des voies de véhicules humaines par les marchandises. Alors, j'ai une diapositive qui a sauté, sur laquelle je vais revenir. C'est dans quel monde vivons-nous? Nous vivons également dans un monde où nous empruntons beaucoup d'énergie à la surface de notre planète. Nous sommes dans le même monde, et vous voyez que ici vous avez l'ensemble des pays en fonction de l'importance de leur consommation énergétique et de leur dépendance énergétique. Et nous voyons que nous empruntons à crédit, je dirais, sur des générations futures, puisqu'on consomme plus que ce que ne peut renouveler notre surface dans laquelle nous vivons en fonction des pays. Donc, il y a des pays qui empruntent peu et des pays qui empruntent beaucoup plus. Donc, c'est un point à prendre en compte, parce qu'on verra l'importance sur, effectivement, l'impact climatique potentiel et le réchauffement, qui est une des questions que vous aviez posées. Alors, nous sommes également dans un monde où il y a un brassage de matière échangée d'un continent à un autre, de pays à pays, qui est considérable. Et donc, vous voyez que quand on superpose les couloirs aériens des oiseaux, de ce qui est naturel, avec nos propres couloirs aériens de transfert de matière, effectivement, ça fait beaucoup de flèches qui vont d'un continent à un autre. Et on peut comprendre que si un virus ou une bactérie ou un parasite s'intercale là-dedans, effectivement, ils peuvent être véhiculés d'un continent à un autre. Donc, ces agents infectieux. Il y a 3 types d'agents infectieux: virus, bactéries, parasites. Et donc, là, ces 3 agents infectieux, il peut y avoir aussi les agents non conventionnels, ils peuvent être véhiculés, effectivement, par les biens et les personnes. Alors, d'où l'importance des aérogares. Et vous voyez que j'avais pris cette photo en avril 2007 à l'aérogare Charles de Gaulle, où nous avions des informations aux voyageurs. Et j'ai repris la même photo en 2017. Vous voyez qu'objectivement, il y en avait un peu plus. Et effectivement, on peut se demander des fois, même si on ne va pas avoir bientôt un cours de virologie dans les aéroports, puisque effectivement, on a toute une variété de virus qui arrivent par les avions, et c'est bien pris en compte par les aéroports, vous le voyez. Alors, ce n'est pas pour autant que les voyageurs sont disciplinés. Vous voyez qu'il a été bloqué il y a ça remonte à il y a 1 an, on a bloqué un orang-outan endormi de façon forcée dans des bagages, ce qui montre que les voyageurs ne sont pas disciplinés. À titre indicatif, c'est plusieurs centaines de kilos de viande de brousse qui transitent par les valises de voyageurs en temps normal dans les aéroports. Donc, ça veut dire que effectivement, les voyageurs ne sont pas tous disciplinés sur comprendre les risques, effectivement, d'agents pathogènes qui peuvent être véhiculés. Et donc, notre nouveau coronavirus est arrivé, effectivement, au mois de janvier, avec la nouvelle affiche à Charles de Gaulle à ce moment-là. Alors, bien sûr, est-ce suffisant? Voyons un petit peu la dynamique des agents infectieux. Vous m'avez posé une question, est-ce qu'il va y avoir une résurgence d'anciens agents pathogènes? En fait,
c'est une continuité dans le vivant, c'est-à-dire qu'il y a une suite. J'ai repris cette belle illustration du Courrier international de la semaine passée, que je trouve très intéressante parce qu'elle montre le raccourci que l'on a en un siècle sur des grandes épidémies que nous avons eues en l'espace d'une centaine d'années par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a vécu depuis 2000 ans. Et on peut considérer qu'il y a une sorte de raccourci au cours des 100 dernières années sur une augmentation objective, un petit peu comme les posters qu'on voit donc sur les virus affichés à Charles de Gaulle. Évidemment, il y a une augmentation qu'on peut retracer à travers ce graphe, effectivement, qui est un petit peu plus lisible en montrant qu'il y a une tendance d'augmentation et de rapidité dans l'accroissement des épidémies et qui est lié effectivement à un certain nombre de facteurs qui sont les transports avant tout, qui sont le décuplement des voyages aériens en l'espace d'un siècle, bien sûr, l'augmentation des populations, la concentration dans les villes aussi, qui effectivement est une source de propagation des épidémies. Alors, dans quel monde vivons-nous? Nous sommes dans un monde, et là c'est pour bien comprendre la dynamique des agents infectieux dans le monde du vivant, parce que ces agents infectieux ont besoin de la vie pour pouvoir se propager. Nous sommes, si on regarde ce graphe, là ce sont les animaux et là ce sont le vivant. Et nous voyons que les animaux en fait sont une toute petite partie du monde vivant globalement, puisqu'on est dominé par les plantes, les bactéries aussi, les champignons et puis d'autres organismes tout petits. Et quand on regarde les animaux, voici la globalité du monde animal et vous voyez que tout compte fait, l'homme est relativement faible par rapport à la grande diversité du vivant et on retrouve comme grande diversité les arthropodes. Arthropodes, comme je l'ai cité dans une des questions, comme vecteurs d'agents pathogènes, notamment le moustique, notamment les tiques, qui sont des vecteurs, mais qui sont qu'un des éléments de cette énorme diversité que représentent les arthropodes. Donc, vous voyez un petit peu la représentation. Alors, on peut voir l'aspect sous une autre forme quand on fait un zoom sur les mammifères. Eh bien, vous voyez qu'au niveau des mammifères, au niveau de la surface du globe, on raisonne de façon globale dans le concept un monde, une santé. Eh bien, vous voyez qu'on est dominé par le bétail. Le bétail, effectivement, l'ensemble du vivant en masse. Donc, ce qui représente à la fois une fragilité et une solidité. Mais une solidité parce qu'on les connaît, une fragilité, c'est parce qu'ils sont très nombreux. Donc, évidemment, ce sont des facteurs d'amplification qui peuvent exister, qu'on peut voir à travers, effectivement, les propagations de virus influenza, dans certains cas, ou du virus de la peste porcine africaine en Chine, par exemple, où il y a une amplification énorme à travers des élevages importants. Mais vous voyez que tout compte fait, la faune sauvage n'est pas si importante que cela en masse au niveau des mammifères, au niveau des vertébrés. C'est une très belle illustration qu'avait publiée Serge Morand il y a quelque temps. Alors, en allant vers les maladies infectieuses, juste, je rappelle que le concept One Health a été réactualisé par l'OIE, la FAO et l'OMS, qui sont les trois organismes supranationaux traitant l'un de la santé humaine, pour l'OMS, la FAO de l'environnement et de l'agriculture et l'OIE de la santé animale. Et donc, ils ont fait un accord de partage. Et c'est un concept d'atténuation, le concept One Health, c'est-à-dire qu'il permet à chacune de ces institutions de travailler sur l'agent infectieux. Si je prends par exemple le virus de l'influenza aviaire, eh bien, il peut être traité bien sûr par l'OIE, mais il peut être traité par l'OMS par sa facette humaine et sa facette atteinte de l'homme, d'où la vaccination, mais peut être également traité par la FAO parce qu'il a un impact sur l'économie agricole et donc la FAO a tout intérêt également à travailler sur ce thème. Ce n'est pas réservé effectivement à une seule structure. Donc c'est avant tout un concept d'atténuation et de partage de connaissances et d'actions, ce qui est tout à fait remarquable dans ce contexte, dans ce concept qui est en fait assez vieux et les fruits de ce concept, pour vous l'illustrer, eh bien, en fait, peut-être qu'on pourrait le résumer à un vaccin, qui est le vaccin BCG, le vaccin contre la tuberculose, qui était inventé par Calmette et Guérin. Calmette était un médecin, Guérin était un vétérinaire. Ils ont travaillé de concert pour mettre un vaccin. Initialement, c'est une souche de mycobactéries, c'est-à-dire d'agents de la tuberculose bovine. C'était une souche qui était destinée à protéger les bovins.
Eh bien, en fait, ça ne marchait pas chez les bovins. On ne pouvait pas vacciner les bovins avec ce BCG. Et le génie de Calmette était de dire, mais puisqu'on a ce vaccin, et si on l'utilisait pour vacciner et protéger les enfants contre la tuberculose humaine, eh bien, ça marche. Et c'est là l'aspect génial de cette découverte. Et en même temps, ce partage de ces deux mondes, effectivement, vous voyez, si on les avait séparés, eh bien, on n'aurait pas eu le vaccin. Et si on avait douté quelque part, est-ce qu'on va quand même utiliser un vaccin animal? Il y a un doute quand même. Eh bien oui, Calmette a fait le saut en tant que médecin en disant « et si on l'utilisait chez l'enfant ?» Et c'est là il a gagné effectivement la lutte contre la tuberculose au niveau de la surface du globe. C'est le seul vaccin qui est utilisable d'ailleurs au niveau de la tuberculose à l'heure actuelle encore. Alors, je passe sur cet accord pour venir à l'impact de la biodiversité, mais avant, pour vous expliquer peut-être à travers une histoire combien une perturbation je dirais, sur la biodiversité et sur l'environnement peut impacter la santé. Si l'environnement n'est pas bon, la santé animale est médiocre. Et alors, quand les deux ne vont pas bien, l'homme va aller mal. C'est, je dirais, une petite équation toute simple, mais l'un plus l'un conduit à l'autre. Et je vais vous prendre une illustration qui ne sera pas celle du Covid-19, mais vous allez retrouver l'histoire du Covid-19 dedans. Et donc, si je prends cette peinture de Louise Zerbini qui était dans une exposition récente, début janvier, à Paris, sur l'impact de l'activité humaine au niveau de l'environnement, qui est illustrée à travers, effectivement, on voit encore la nature, mais la nature est imprégnée de l'activité humaine. Et cette peinture est tout à fait intéressante en soi, et l'artiste montre quelque part une sorte d'étranglement dans la nature par l'activité humaine. Alors, si je viens à la forêt en Malaisie, eh bien, en 98, cette forêt avait subi déjà beaucoup de pertes pour des raisons d'agriculture et de développement d'agriculture, notamment la production d'un certain nombre de fruits, de l'huile de palme en particulier, mais également d'élevage, et notamment d'élevage de nos fameux animaux de rente dont je vous ai parlé, qui dominent au niveau biologique, au niveau de notre surface du globe. Mais en même temps, vous voyez que sur cette peinture, une autre peinture de Nilsson Pimenta, qui, je dirais, humanise les arbres et qui disent, si on les détruit, ça a un impact sur les populations autochtones, c'est certain. Il y a un impact sur les mammifères qui vont fuir, et ils vont fuir où? On ne sait pas, ils vont fuir peut-être en se rapprochant des hommes, et c'est là qu'il peut y avoir des contacts malheureusement, qui peuvent produire une transmission d'agents pathogènes. Et en même temps, il y a eu le phénomène El Niño qui s'est produit en 97-98. Donc, en 98, il y a eu beaucoup de destruction de forêts avec des petits feux de forêt pour accroître, je dirais, la déforestation. Mais on est tombé en symbiose avec le phénomène El Niño, qui est une augmentation de la température de l'océan Pacifique qui se répercute sur tout le globe. Et cette augmentation est liée à l'activité quelque part de température, est liée à notre problème de consommation, quelque part, d'où ma première diapositive que je vous montrais effectivement. Alors ce phénomène El Niño a entraîné une surchauffe au niveau de la Malaisie et une surtempérature de sécheresse, ce qui fait que les incendies dans la forêt malaise ont été considérables. Ils ont été considérables et ils n'ont pas pu être maîtrisés, un peu comme certains incendies qu'on a connus effectivement dans les grandes forêts au cours de l'été dernier, si vous vous souvenez, effectivement, où il y a eu des feux de forêt considérables, mais qui étaient partis au départ de petits feux pour entraîner une déforestation locale. Mais malheureusement, il peut y avoir un emballement lié à une sécheresse et ces feux s'emballent. Et c'était le cas en 98. Et le problème, c'est qu'il y a des animaux. Et les animaux qui peuvent courir essayent d'échapper au feu. Ceux qui peuvent voler échappent mieux au feu. Et donc, les chauves-souris frugivores, elles, ont échappé au feu en pouvant parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour. Donc, elles ont pu fuir ces zones d'incendie très, très importantes. Et elles se sont rapprochées, en fait, d'élevages de porcs, parce que dans ces élevages de porcs, qui étaient construits avec du bambou, quelque chose de tout à fait intéressant. Parce que le bambou avait donc des zones de support qui étaient parfaitement adaptées à ces grandes chauves-souris pour qu'elles s'accrochent.
Donc les toits étant en bambou, les chauves-souris pouvaient s'accrocher. Et pour rentabiliser en même temps ces élevages, on avait mis autour des élevages des arbres fruitiers. Donc en fait, on avait apporté le gîte et le couvert pour ces chauves-souris et on les avait fait fuir de leur territoire avec les feux de forêt. Et malheureusement, elles hébergeaient le virus Nipah. Et le virus Nipah est tombé des chauves-souris, c'est vraiment le cas, il est tombé à travers les fientes, à travers la déjection des chauves-souris ou à travers les fruits à moitié mangés des chauves-souris sur les cochons qui les ont mangés. Et ensuite, le virus Nipah est passé au cochon, qui lui a fait une maladie qui est très grave. Et en même temps, cette maladie, malheureusement, adaptée au cochon, était transmissible à l'homme. Et là, elle était très grave puisqu'elle induisait une mortalité de presque 40%. 40% était le seuil de mortalité pour le virus Nipah chez l'homme. Donc, heureusement, ça a été bloqué. La maladie a été tuée dans l'œuf parce qu'il y a eu une destruction massive des cochons qui étaient le porteur de la maladie. Plus d'1 million de cochons ont été tués pendant cette période. Et heureusement, il n'y a pas eu plus de 250 morts pendant cette période. Donc, on voit, tout compte fait, comment se fabrique une épidémie et comment on a favorisé le contact avec un réservoir très éloigné. Les chauves-souris ne peuvent pas transmettre directement le virus à l'homme, comme d'ailleurs le virus apparenté au Covid-19 qui est identifié dans des chauves-souris, il ne peut pas être transmis directement à l'homme. Il y a besoin d'un seau. Et ce seau passe par une espèce intermédiaire. Ici, c'était le cochon. Au Moyen-Orient, le passage de la chauve-souris à l'homme se fait par le dromadaire. C'est le MERS, l'autre coronavirus. Mais on a un coronavirus qui est bien connu en France, qui est le virus du rhume, qui lui vient des bovins. Donc on a eu le saut qui s'est fait, effectivement, le réservoir pouvant être également éloigné, que l'on ne connaît pas avec précision, mais notre virus du rhume est apparenté au coronavirus des bovins. Donc effectivement, la domestication a favorisé des échanges de virus. C'est le cas de la rougeole, par exemple, qui vient du virus de la peste bovine. En faisant la domestication il y a 10 000 ans, on a favorisé le contact entre les bovins et l'homme, bien sûr, et de ce fait, un partage d'agents pathogènes que l'on partage à tous les niveaux, au niveau de beaucoup d'agents pathogènes. Il y a des parasites qui ont été partagés, comme le ver solitaire, mais il y a également le virus de la rougeole, par exemple. Voilà. Donc le virus Nipah a été à l'origine d'une perte considérable. Et vous voyez qu'il y a des cartes aujourd'hui. Malheureusement, c'est un virus qui continue à sévir dans ce territoire indo-asiatique pour lequel il y a toujours des épisodes réguliers. Et cela nécessite de contenir ces épisodes par des abattages massifs d'élevage, là où il y a des atteintes. Donc, on voit qu'on pourrait insister beaucoup sur la forêt, effectivement, parce que la forêt a un rôle protecteur et effectivement, il y a un impact sur la biodiversité. Et là aussi, ce sont des travaux que Serge Morand a publiés qui sont tout à fait intéressants. C'est que quand on fait baisser la biodiversité, eh bien, on fait augmenter le nombre d'émergences. Donc, effectivement, l'appauvrissement en nombre d'espèces biologiques, je vous ai présenté brièvement ces espèces, eh bien, fait remonter effectivement le risque de maladies émergentes. Et peut-être pour vous illustrer, je prendrai cet exemple qui peut être contredit par d'autres études, mais il illustre en tout cas le lien qu'il peut y avoir entre biodiversité et risque d'apparition d'une maladie type maladie de Lyme, par exemple. Je vous prends 2 territoires aux États-Unis. C'est une étude qui a été publiée en 2010 dans la revue Nature et pour lequel vous avez 2 territoires aux États-Unis qui ont été analysés. L'un pour lequel il y a une forte pollution et une forte dégradation de l'environnement et pour lequel la biodiversité ne peut pas exister. Par contre, peut exister toujours des rongeurs, les rats ou les micro-mammifères de cette nature peuvent survivre en zone polluée. Ces animaux, qui sont petits, ne peuvent pas se débarrasser des tiques, ils ne peuvent pas se nettoyer des tiques. Et donc, de ce fait, et en même temps, sont de très bons réservoirs de l'agent de la maladie de Lyme. Donc, en zone très polluée, effectivement, où sévit cette densité de souris, de rongeurs, eh bien, vous allez avoir une forte densité de l'agent de la maladie de Lyme. À l'inverse, quand vous avez un territoire pour lequel la biodiversité existe, eh bien, les tiques vont préférer l'opossum de Virginie.
ce gros mammifère, qui lui peut se nettoyer et peut se débarrasser des tiques. Eh bien, dans ces conditions, il y a une dilution de l'agent de la maladie de Lyme, et donc le nombre de tiques infectées par hectare chute considérablement. Voilà une illustration simple qui est contredite par d'autres travaux, à savoir qu'effectivement, dans certaines forêts, c'est le cas en France, effectivement, en bordure de forêt, on peut avoir, malgré un biotope qui est en bonne biodiversité, on peut avoir une forte présence de tiques pouvant être infectées par l'agent de la maladie de Lyme. Mais néanmoins, cette étude illustre le lien que l'on peut avoir de dilution d'un agent pathogène, et c'est cela qui est intéressant à voir ici. L'autre point qui répond en partie à une des questions que vous avez posées, c'est qui touche et que je ne vais pas traiter dans cette présentation brève, c'est le lien avec l'antibiorésistance. Pourquoi cela? Et le lien tout compte fait, aujourd'hui, on a un agent pathogène qui est le Covid-19, mais on n'a pas de système de protection, on n'a pas de méthode de lutte particulière. Beaucoup d'équipes, plusieurs centaines d'essais existent au monde pour essayer de trouver une molécule, parmi celles que l'on a en banque, qui existent, pour lesquelles il y a des AMM déjà sur le marché, pour bloquer le Covid-19. Je vous prends cette illustration pour montrer que, eh bien, en fait, depuis 1970, nous avons 40-50 nouvelles molécules pour lutter contre les maladies infectieuses. Depuis 1970, nous avons plus de 1400 nouvelles molécules pour lutter contre les maladies chroniques. Par contre, les maladies infectieuses, au niveau de la surface du globe, entraînent pratiquement 25% de la mortalité. Et vous avez ce différentiel qui explique notre faiblesse aujourd'hui face à une maladie infectieuse, c'est qu'on n'a pas un arsenal thérapeutique très développé, tout compte fait. On n'a pas beaucoup d'éléments pour lutter contre les maladies infectieuses. C'est un manque criant et c'est ce qui a justifié d'ailleurs le projet domaine d'intérêt majeur One Health qui est coordonné, qui est soutenu par la région Île-de-France et qui permet effectivement d'essayer de combler ce trou. C'est-à-dire d'essayer de faire une recherche transdisciplinaire, bien sûr, mais également de mettre en place des nouveaux outils de lutte contre les maladies infectieuses, des nouvelles voies thérapeutiques, des nouvelles voies vaccinales, prophylactiques, pour lutter contre les maladies infectieuses, parce que globalement, au niveau de la surface du globe, c'est d'importance considérable. C'est bien sûr pas une dominante, il y a les cancers, bien sûr, il y a les maladies cardiovasculaires qui sont très importantes, il y a les maladies liées au diabète qui sont très importantes, bien sûr, il y a toutes les maladies génétiques rares qui sont très importantes, mais il y a un poids pour l'humanité qui est encore existant, ce n'est pas des maladies du passé, c'est des maladies présentes, qui cause globalement 25% de la mortalité à la surface du globe. On est dans un monde, une santé, on est sur la même barque, effectivement. Voilà. Alors, il y a aussi, à travers le concept Un monde, une santé, une histoire qui est joyeuse, je dirais, qui permet justement, quand on applique ce concept, d'aller vers une amélioration de la santé humaine et de la santé animale. Je vous prends l'exemple de ce ver, qui n'est pas un virus. Donc, c'est un grand ver, c'est le ver géant, qui fait presque 8 mètres de long dans le tube digestif de l'homme lorsqu'il est infecté. Il est transmis par la viande de porc, c'est le ver solitaire, Taenia solium. Et au niveau du cochon, on a un kyste. Ce parasite est à l'origine de la première cause d'épilepsie d'origine infectieuse au monde. Ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui sont atteints d'épilepsie dans plusieurs parties du monde. Certes, pas en Europe, mais à Madagascar, mais en Amérique latine, dans différentes zones africaines, on a cet agent pathogène. En Asie également, on peut le trouver. Donc, c'est un agent qui provoque, lorsqu'il est transmis par les mains, au niveau de sa forme larvaire, peut avoir une migration, non pas au niveau du tube digestif, mais au niveau du système nerveux central, et souvent, ce sont les enfants qui sont contaminés. Il n'y a pas de réservoir animal. Le contrôle de la viande à l'abattoir existe. Il y a un vaccin, il y a des traitements pour l'homme, il y a des tests diagnostiques disponibles, on peut l'éradiquer. Elle n'est toujours pas éradiquée, cette maladie, au niveau de la surface du globe. Donc, des dizaines de milliers d'enfants souffrent encore de cette maladie, et d'hommes aussi. Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer le Héctor Hugo Garcia en 2002, quand il a lancé un plan d'éradication dans le nord du Pérou. En 2002, il a dit on va éradiquer cette parasitose.
c'est pas possible qu'on n'y arrive pas et on va le faire dans le nord du Pérou. Alors, en Europe, on l'a fait en mettant hors sol les porcs, en faisant un élevage hors sol. Alors, bien sûr, ceci est possible dans des pays qui ont une économie qui permette de soutenir ce type d'élevage. Ce n'est pas le cas du Pérou. Le Pérou ne peut pas utiliser un élevage hors sol parce qu'il y a une zone montagneuse dans laquelle c'était pas possible. Au niveau du transport, c'était pas possible. On ne pouvait pas concentrer. C'est une activité d'économie villageoise et donc il fallait garder cette économie villageoise. Donc il y avait une contrainte. On ne peut pas appliquer d'un pays à un autre la même stratégie pour lutter contre une maladie infectieuse. C'est quelque chose d'important. Le contrôle des viandes pouvait se faire. Il y a une thérapie chez l'homme, chez l'animal également. On peut faire le diagnostic. Eh bien, en appliquant cela de façon coordonnée, Héctor Hugo Garcia a pu, en 2017, publier qu'il avait éradiqué cette parasitose dans le nord du Pérou et que maintenant des milliers d'enfants sont indemnes de cette parasitose. Donc, en appliquant le concept un monde, une santé, la santé animale, la santé environnementale, on a nettoyé les latrines et la santé humaine, on a traité les hommes. C'est en traitant les trois à la fois qu'on a pu effectivement éradiquer globalement cette maladie. Voilà. Donc les maladies infectieuses, en résumé, sont tout compte fait, il y a un agent pathogène, bien sûr, un agent causal, il y a un amplificateur, l'activité humaine. J'essaie de l'illustrer à travers le virus Nipah. L'absence de moyens de lutte, c'est-à-dire on n'a pas la drogue ou on n'a pas le vaccin. Et c'est ce que l'on a en finale à ce moment, c'est une tempête parfaite. En reprenant cette image du roman qui a été publié il y a quelque temps, et puis de ce parallèle qu'a fait Smolinski et al. En 2003 entre une émergence infectieuse réussie. En fait, c'est une conjonction d'éléments. C'est une addition d'éléments qui font que ça va exploser. Et sans tous ces éléments, ça n'explose pas. Effectivement, le Nipah, tout en fait, n'a pas explosé parce qu'on a bloqué dans l'œuf, effectivement, la maladie. Mais dans le Covid-19, effectivement, il y a une amplification considérable par les voies aériennes qui est visible aujourd'hui sur le nombre de pays atteints, malheureusement, puisque globalement, c'est une pandémie qui touche tous les pays, mais pour lequel la diffusion liée à l'activité humaine a été essentielle. Et tout compte fait, c'est l'activité humaine après qui a emmené le virus, évidemment, partout. Alors, il faut toujours garder, bien sûr, l'humilité à toutes les étapes pour les améliorer. C'est-à-dire la surveillance, la détection, la prévention, l'éducation, la communication. Ce qui a été mis en place par Héctor Hugo Garcia au Pérou, effectivement, peut s'appliquer à d'autres agents pathogènes. Et c'est toujours garder cette humilité pour l'améliorer en même temps en permanence. Et puis une approche transdisciplinaire qui est très importante en prenant l'histoire du vaccin BCG, en l'ayant toujours en mémoire, combien elle peut être riche en apport pour l'humanité. Voilà en quelques mots, je dirais, l'illustration du concept « un monde, une santé ». Merci beaucoup de votre attention et désolé d'avoir été un petit peu long. Non, pas de problème. Au contraire, c'était très riche et très intéressant. Et puis, je pense que les exemples permettent de bien comprendre. J'ai d'abord, si ça vous convient, quelques questions sur la présentation. Et puis, peut-être après, on pourra aborder le sujet plus largement. Alors, la première question qui m'est venue comme ça en regardant votre présentation, c'est quand vous avez comparé le nombre de médicaments, de molécules qui sont disponibles pour les maladies infectieuses et pour les autres types de maladies, vous avez pointé qu'il y a un très fort déséquilibre. Est-ce que vous avez des éléments d'explication pour expliquer pourquoi il y a un tel déséquilibre, alors que vous avez bien dit que les maladies infectieuses étaient quand même responsables d'une partie non négligeable de la mortalité humaine? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que la densité de maladies infectieuses n'est pas la même d'un pays à un autre en fonction du temps. Donc, jusqu'à l'émergence, je dirais, du Covid-19, beaucoup d'infectiologues considéraient que les maladies infectieuses, c'était essentiellement réservé à un certain nombre de continents, mais pas tellement le continent européen. Sur une vision maladie humaine. Sur la vision maladie animale, on a une autre vision, c'est que depuis 2000, malheureusement, on a eu énormément de maladies dites épizootiques, parce qu'elles ne touchaient que le monde animal. Il y a eu, certaines ont été zoonotiques, comme des émergences du West Nile, mais il y a eu
des épisodes de fièvre afteuse, il y a eu des épisodes de virus de la fièvre catarrhalovine, la maladie de la langue bleue, qui a coûté très très cher à nos éleveurs dans toute l'Europe, plusieurs milliards. Il y a eu le virus Schmallenberg en 2012, qui a traversé l'Europe en 6 mois. Donc, ces maladies, en fait, les maladies infectieuses existent tout le temps, sur tous les continents, mais pas à la même densité. Ce qui fait que les moyens mis sont là en fonction du besoin. C'est ça le problème, mais le besoin immédiat. Et donc, c'est le problème, c'est comment anticiper mieux pour l'avenir. Comment mieux préparer des vaccins pour l'avenir, comment mieux préparer des antiviraux ou des antibactériens pour l'avenir, et non pas uniquement se baser sur notre stock existant, parce que dans notre stock existant, dès lors que l'on fait un anti-infectieux, on a une résistance. Et donc, c'est toujours une suite de courses en avant, c'est-à-dire qu'on va devoir lutter contre la résistance en ayant de nouvelles stratégies. Et donc, c'est une recherche continue qu'on doit maintenir. Et souvent, faute de moyens ou faute de priorités mises effectivement sur il y a plus de problèmes de maladies chroniques, on va mettre beaucoup plus de moyens là-dessus. Globalement, c'est justifié, puisqu'il y a un poids considérable dans certains pays de ces maladies chroniques. Mais le problème, c'est qu'au niveau global, au niveau mondial, le poids des maladies infectieuses reste globalement le même. Et donc, ça peut remonter en surface. Et donc, c'est peut-être cette notion de rééquilibrage, chose sur laquelle, effectivement, le projet dont je vous ai parlé à travers le Limonel essaye de faire, c'est-à-dire de rééquilibrer la puissance de frappe pour les maladies infectieuses par rapport aux maladies chroniques. Et c'est pour ça qu'il était spécifiquement labellisé par la région Île-de-France là-dessus, permet de redonner une impulsion. Alors, l'autre aspect aussi, c'est qu'il y a des agents pathogènes qui sont difficiles, sur lesquels on bute. L'agent du paludisme, qui est toujours à l'origine de centaines de milliers de cas à l'heure actuelle dans le monde, et pour lequel on a très peu de molécules encore actives, puisqu'il y a des émergences de résistance qui apparaissent, et il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin à l'heure actuelle, parce que depuis des dizaines d'années, il y a des recherches vaccinales, mais qui sont très très dures et qui mériteraient encore plus d'équipes qui travaillent dessus, mais il n'y en a pas plus. Donc, il y a à la fois le coût de cette recherche et la distance entre les agents pathogènes existants en fonction des pays, qui fait qu'on n'a pas toujours la force de frappe qu'il faut au bon endroit. D'accord, c'est très clair, merci. Ma deuxième question, c'est, on voit bien, c'est documenté, vous l'avez rappelé là, le lien qu'il peut y avoir entre, d'un côté, les atteintes à la biodiversité et à la fois la propagation ou la multiplication de ce type d'épidémie. On le voit moins, même si là vous avez donné un exemple avec El Niño, le lien qu'il peut y avoir entre les phénomènes climatiques et la propagation des épidémies. C'est-à-dire, je distingue bien ce qui est atteinte à la biodiversité et phénomène de réchauffement climatique. Est-ce que, donc vous avez donné l'exemple de El Niño, qui là est un exemple d'un phénomène plutôt climatique qui vient dans une vision globale à avoir un impact sur la propagation d'une épidémie. Est-ce que vous avez en tête d'autres exemples de ce type-là? Parce que souvent, on impute plutôt, on va dire, la propagation des épidémies à des atteintes à la biodiversité et moins à des phénomènes de changement climatique. Alors, il peut y avoir à la fois du positif et du négatif dans le changement climatique. C'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Par exemple, le changement climatique d'augmentation avérée de quelques degrés pour l'Europe, du sud de l'Europe vers le nord, a conduit à ce que certains territoires du sud de l'Europe soient moins infectés par des tiques, parce que les tiques avaient trop chaud. Et donc, elles ont migré vers le nord. Donc, vous avez un effet, quelque part, bénéfique. Donc, vous pouvez avoir cet effet. Par contre, il peut y avoir un effet moins bénéfique, et là encore, ça touche plus la notion de maladie vectorisée, c'est-à-dire transmise par un vecteur ailé ou qui peut tomber sur vous comme les tiques, ces vecteurs qui se laissent déposer sur vous. Effectivement, les vecteurs ailés type moucheron ou type moustique peuvent bénéficier du réchauffement climatique pour monter leur aire de reproduction et de survie pendant l'hiver, et à ce moment atteindre le sud de la France ou le sud de l'Europe. Alors, on a eu un très bel exemple avec l'introduction de
la maladie de la langue bleue, qui est une maladie strictement animale, qui ne passe pas à l'homme, mais qui a touché l'homme qui a touché les ruminants, donc les bovins, les moutons et les caprins en 2006-2007 en Europe, et qui a traversé l'Europe, là aussi, sur une période de 2 à 3 ans. Eh bien, de façon concomitante, le premier foyer était dans le nord de l'Europe. C'était une maladie considérée jusqu'alors comme dite tropicale, même si ce terme maladie tropicale n'a pas vraiment de sens en soi, puisque, on va le voir d'ailleurs avec cette maladie-là, elle marche très bien en pays tempérés. Donc, comme c'est une maladie tropicale, transmise par un moucheron piqueur des tropiques, était considéré que le virus n'allait pas survivre l'hiver et que c'était un coup. Sauf que le virus s'est adapté à notre moustique, c'est pas un moustique, c'est un moucheron, notre moucheron piqueur local. Et donc, la maladie a explosé et a traversé toute l'Europe. Plusieurs milliards de coûts, cette maladie, entre 2006 et 2009, pour l'économie agricole, uniquement, puisqu'il n'y avait pas de cas humain, ce n'est pas du tout une maladie transmissible à l'homme. Mais ça a mis à genoux les éleveurs qui ont beaucoup souffert. En même temps, est apparue dans le sud de la France l'augmentation de l'air liée au réchauffement climatique de ce moucheron piqueur. Et il portait un autre virus de la maladie de la langue bleue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a plusieurs variantes de cette maladie de la langue bleue. Il y avait le numéro 8 qui était arrivé dans le nord de l'Europe. Et là, c'est le numéro 1 qui est paru avec ces moucherons piqueurs qui bénéficiaient du réchauffement climatique. Et là, parce qu'ils étaient portés par des vents chauds et ils bénéficiaient du passage ils ont passé donc les Pyrénées et ils ont pu s'installer et diffuser la maladie. Alors, il y a eu une sorte d'effet bénéfique parce qu'il y a eu 2 vagues de la maladie, une vague qui remontait vers le nord et une vague qui descendait du nord des Pays-Bas avec le numéro 8 et la vague numéro 1. En fait, ils se sont bloqués. Donc, presque un effet bénéfique, là, une sorte de neutralisation des 2 vagues. Donc ça, c'est l'aspect bénéfique. Mais vous voyez que néanmoins, on peut introduire un nouvel agent pathogène avec le réchauffement climatique ou on peut modifier son aire de répartition. Ça, c'est clair. Alors, ça m'amène à la question que vous avez un peu évoquée tout à l'heure, mais sur laquelle je voudrais vous demander quelques précisions. Est-ce que le fait que le changement climatique peut en réalité modifier ce que je vais appeler des conditions d'accueil d'un virus à un pays dans lequel peut-être il faisait trop chaud et puis finalement avec le réchauffement climatique il va se mettre à faire moins chaud. Est-ce qu'il peut y avoir des virus qu'on aurait éradiqués dans le passé qui pourraient revenir du fait de ce type de modification? Est-ce qu'on a des exemples de ce type-là ou qu'est-ce que vous en pensez? Sur des virus, je dirais la problématique, par exemple, de la peste, notamment la peste bubonique, qui reste dans les mémoires parce que c'était un épisode terrible au niveau de l'humanité, globalement, par son impact. Elle sévit toujours, mais il y a des armes de type antibiotique. Se pose le problème, c'est lorsque certains bacilles de la peste deviennent résistants contre ces antibiotiques. Ça pose problème. Donc effectivement, là, vous avez des modifications liées à l'utilisation, puisque l'utilisation d'un antibiotique génère une résistance. Donc d'où l'utilisation, c'est un bien commun, l'antibiotique. Il faut vraiment le protéger dans son utilisation de façon extrême. Et c'est son utilisation rationnelle et de façon très, très, très raisonnée qui permet de lutter contre l'antibiorésistance, à défaut d'avoir de nouvelles molécules. Mais il faut continuer la recherche pour avoir des nouvelles molécules, une nouvelle stratégie de lutte contre les bactéries, donc, et notamment pour ce type d'agents bactériens. Alors, la modification, vous avez fait état du permafrost jusqu'à présent, effectivement, il y a eu un cas dans le permafrost, mais c'était une résurgence d'agents bactériens très, très solides, le bacille du charbon, que l'on connaît bien, ce qu'on appelle les champs maudits qui existent en France. Tous les épisodes, tous les étés, en tant que laboratoire de référence pour le charbon, nous confirmons des cas pratiquement de charbon
en France. Et en général, c'est lié à deux épisodes, un épisode de printemps humide avec beaucoup d'inondations et puis un épisode de sécheresse en été. Et là, il y a une sorte de concentration dans les rivières ou dans les mares de l'agent du charbon. Et les bovins, quand ils vont s'abreuver, sont contaminés et meurent de façon foudroyante. En l'espace de 2 jours, font un charbon foudroyant. Donc chaque année, on en a en France. Mais effectivement, à l'origine de la décongélation du permafrost, des personnes qui étaient mortes de charbon ou des bovins qui étaient morts de charbon qu'on avait enfoui ont été décongelés et le bacille est revenu à la surface et a pu contaminer des animaux. Oui, c'est possible, mais c'est des anciens pathogènes qui sont toujours d'actualité en fait. Donc, par contre, les gros virus qui ont été identifiés dans le permafrost, heureusement, ne sont pas à l'origine, je dirais aujourd'hui, de maladies particulières. Puis, heureusement, il y a eu des maladies qui ont été éliminées de la surface du globe, ont été éradiquées. Il y en a 2, la variole et la peste bovine. Donc, ces 2 virus qui ont été éliminés de la surface du globe au niveau de leur source réservoir dans la nature. Donc, il n'y a plus de circulation naturelle de ces virus au niveau de la surface du globe. Ok, c'est très intéressant, merci. Ça va, une question, alors elle n'était pas dans les questions que j'avais imaginées, mais j'imagine que vous aurez peut-être un élément à nous donner sur le sujet. On voit bien que la force de l'approche que vous défendez, c'est une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire où on essaye de regarder les différents éléments qui sont interconnectés dans leur globalité, santé animale, santé humaine. Alors on voit bien, et vous avez donné des exemples, et notamment cet exemple d'un vaccin mis au point pour l'animal et finalement appliqué à l'être humain. Et ça m'amène à une interrogation. On sait que les chauves-souris hébergent ces maladies de type coronavirus. Je crois que c'est un élément qui est connu. On ne sait pas forcément encore à chaque fois quel est l'agent intermédiaire, mais on sait aussi qu'elles ont un système immunitaire qui leur permet en réalité de vivre avec ce type de virus. Est-ce qu'on peut envisager dans cette approche de transdisciplinarité le fait aussi de s'inspirer, j'ai envie de dire, des réponses immunitaires de l'animal pour améliorer la réponse immunitaire de l'être humain par l'élaboration d'une molécule, d'un médicament, de quelque chose qui s'inspire finalement de la réponse immunitaire de l'animal? Oui, tout à fait. Oui, c'est certainement c'est une voie intéressante et importante, mais au même titre que le maillon intermédiaire entre la chauve-souris, parce que je le répète, la chauve-souris n'est pas le coupable dans cette très triste épidémie. Donc, ce n'est pas le moment de détruire les chauves-souris qui sont très utiles. Ce sont des prédateurs de moustiques dans les villes qui sont fondamentaux. Une chauve-souris consomme plusieurs centaines de moustiques par nuit. Et donc, ils sont dans l'équilibre de la biosphère de façon très importante. Et j'insiste également sur le fait qu'il y a plus de 1200 espèces de chauves-souris et que ce n'est pas toutes qui hébergent. Je vous ai parlé de chauves-souris frugivores dans l'exemple du virus Nipah, donc ce sont les mêmes qui sont impliqués pour le Covid-19 comme réservoir putatif, mais mais ce ne sont pas toutes les chauves-souris qui vont véhiculer des agents infectieux non plus, et donc des agents de cette nature. Donc toutes les chauves-souris ne sont pas d'abord, les chauves-souris ne sont pas à détruire, elles sont à protéger, c'est des espèces protégées en France. Donc, et effectivement, la méconnaissance de tous les processus qu'elles ont à mettre en œuvre pour contenir effectivement les agents infectieux est particulièrement important. La limite, je dirais juste que je souligne, c'est que c'est le seul mammifère volant. Donc, vous voyez l'énergie qu'on développe pour sauter à 2 mètres de haut. Donc, je vous laisse imaginer, donc, pour voler sur une centaine de kilomètres comme peuvent le faire les chauves-souris, la physiologie qu'elles ont et donc l'augmentation de température considérable qu'elles ont en même temps par rapport à nous. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité d'augmenter leur température et en même temps de revenir au repos et de baisser leur température de façon considérable par rapport à ce que nous, on peut vivre, ce qui peut expliquer que à chaque fois, l'agent pathogène hébergé, qui n'est pas pathogène pour la chauve-souris, qui est un agent commensal, c'est-à-dire un ami, un copain qui habite ici et qui a le gîte et le couvert et qui vit avec elle,
et ne peut pas se développer parce que ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Donc, en gros, voilà. Donc il y a aussi ça, il y a une physiologie qui est vraiment très particulière, au-delà de la molécule, malheureusement, mais il peut y avoir néanmoins quand même des recherches tout à fait pertinentes et intéressantes de fait pour, ne serait-ce que pour la propagation de ces virus sur les cellules de chauve-souris, comment elles se propagent, comment le virus s'amplifie, parce que le virus s'amplifie bien chez ces chauves-souris, donc il y a bien une mécanique favorisant et freinant le développement de ces virus pour que ça ne devienne pas complètement anarchique et provoquer une maladie, comme c'est le cas, certaines chauves-souris meurent de champignons qui, eux, ne sont pas maîtrisés. Donc elles sont également sensibles à un certain nombre de pathologies. Il y a le champignon blanc qui détruit beaucoup de colonies de chauves-souris à l'heure actuelle au niveau de la surface du globe. Oui, oui, bien sûr, la chauve-souris n'est ni à détruire, ni n'est invincible. Donc, c'est juste que elle peut sans doute apporter des sources d'inspiration sur la réponse immunitaire humaine. L'hôte intermédiaire aussi, parce que l'hôte Oui, intermédiaire l'intermédiaire aussi. ne portait pas forcément, n'exprimait pas forcément une clinique, une pathologie. Vous voyez, il n'a pas été détecté malade, sinon il n'aurait pas été vendu sur un marché si on part de l'hypothèse du marché, ce qui n'est pas encore prouvé complètement, puisqu'on n'a pas le maillon intermédiaire pour notre Covid-19, mais pour le cas du SARS en 2002, quand il est apparu en Chine, c'était effectivement la civette qui était l'hôte intermédiaire et qui n'était pas apparemment très sensible au niveau clinique. D'accord, ok. Non, non, c'est intéressant. Vous avez beaucoup parlé et dans plusieurs exemples, vous avez dit il y a un des agents ou des agents qui peuvent contribuer à la propagation d'une épidémie, c'est notamment les moustiques, les tiques, souvent qui hébergent ce type de maladie. Est-ce que leur nombre est en augmentation? Est-ce que de ce point de vue-là, il peut aussi y avoir un rapport avec le changement climatique? Et est-ce qu'il y a des politiques d'adaptation à mettre en place pour essayer de faire en sorte, alors bien évidemment, il ne s'agit pas de détruire en diffusant une grande quantité d'insecticides sur une zone, c'est pas ce que je suggère, mais comment vous voyez les choses pour limiter aussi les facteurs de propagation de ces virus? En fait, il faut aussi qu'on tienne compte de l'équilibre, c'est-à-dire que, je prends un exemple, réintroduire beaucoup de végétalisation dans la nature, dans l'espace urbain, nécessite aussi d'avoir l'équilibre avec les animaux vivant dans cette nature pour pouvoir réduire la densité d'opportunistes que peuvent être des moustiques dans des mares d'eau. Donc, si on ne met pas les libellules en même temps qui sont des prédateurs des moustiques, si on ne met pas les chauves-souris, justement, pour limiter la densité de moustiques, on favorise l'introduction, dès lors qu'il peut y avoir un contact entre le moustique et un agent pathogène transmis par le moustique, par exemple le virus de la dengue, qui sévit malheureusement sur nos territoires en ce moment. Et donc, il peut y avoir, dans ces conditions, on peut favoriser l'émergence. Et donc, on voit que tout compte fait, l'architecture urbaine est à penser de façon très fine entre ce qui va être le bien-être de l'homme, parce que la zone urbaine paysagère est très importante. Il y a eu des études, par exemple, qui montrent sur lesquelles effectivement, il est plus facile de courir au niveau battement cardiaque. Il y a des différences entre le taux de battement cardiaque d'un homme qui court en pleine ville et celui qui court dans un parc. Donc, il y a une différence. Donc, on doit bien se sentir mieux s'il y a des différences au niveau battement cardiaque. Donc, mais en même temps, si on ne réinstaure pas un minimum d'équilibre dans ce parc, on peut avoir effectivement un effet ricochet sur une émergence effectivement particulière liée à des moustiques vecteurs. Ça peut arriver. Effectivement. Ça pourrait arriver. Aujourd'hui, on ne l'a pas parce que il y a d'autres conditions aussi. Ce n'est pas aussi simple que cela. On met en contact le virus avec le moustique et il va transmettre la maladie. Non. Le virus, lui, il a besoin aussi d'une température minimale. Donc, c'est pour cela que, heureusement, on n'a pas eu, tout compte fait, beaucoup de cas de dengue importés parce que le foyer de dengue dit épidémique en France, parce que la température, France métropolitaine, parce que la température moyenne est encore trop basse pour favoriser la diffusion du virus.
Parce que lui, il a besoin d'une certaine température pour se multiplier et être en bonne condition pour passer chez l'homme. Mais ça peut venir, évidemment, avec le changement climatique. D'où la nécessité de maîtriser quand même ces moustiques, par exemple, qui D'accord. sont des vecteurs. Et les moustiques, qui sont également dans la chaîne trophique, puisqu'ils sont consommés, comme je vous l'ai dit, par des chauves-souris ou des hirondelles, donc sont utiles, bien sûr, dans la chaîne trophique, mais il y a quand même 3500 espèces moustiques, mais très peu d'espèces qui transmettent des maladies redoutables à l'homme. Mais par contre, ces maladies, elles pèsent pour l'humanité. C'est de l'ordre de 16% des maladies infectieuses. Donc, c'est considérable. Et c'est que quelques espèces de moustiques, moins de 6 importantes. D'accord, c'est très clair. Merci. Je résume à ma manière. Finalement, la nature fait plutôt bien les choses. Il faut juste pas trop la déséquilibrer, quoi. Mais il y a des mécanismes d'équilibre qui, de manière générale, régulent la plupart, pas toutes, bien évidemment, la plupart de ces phénomènes. Alors, on a beaucoup parlé de virus. Il y a d'autres types d'agents qui peuvent exister. Vous avez montré dans un des graphiques le fait que finalement les virus, c'est une petite partie de l'ensemble des espèces qui existent. Enfin, je ne parle pas d'espèces, mais des agents, je ne sais pas quel nom il faut leur donner. Est-ce qu'on peut parler un peu, par exemple, des bactéries? Est-ce que c'est des risques aussi qui pèsent sur nos sociétés? Ah ben, oui, les bactéries sont également comme à deux titres. Il y a toujours, la tuberculose existe encore en France, hein, même si c'est à des taux qui sont très faibles, de l'ordre de quelques centaines, milliers par an maximum. Le problème de la tuberculose, c'est l'antibiorésistance. C'est effectivement les bactéries multirésistantes et qui doivent être traitées en milieu hospitalier avec une rigueur de stratégie d'antibiotiques, sans quoi, effectivement, la bactérie va vaincre, effectivement, et va dominer et va tuer le malade. Mais c'est possible aujourd'hui, il y a encore les thérapies pour pouvoir maîtriser, mais dans des protocoles qui sont très lourds, très longs, très coûteux, et qui nécessitent un suivi hospitalier très lourd. Donc ça existe. Après, il y a l'autre impact, bien sûr, c'est l'antibiorésistance dont on parle effectivement, qui est d'ailleurs au cœur du concept One Health également, puisque ça touche aussi bien le monde animal que le monde humain. Si on utilise un antibiotique dans le monde animal, on va créer une résistance dans le monde animal qui peut passer dans le monde humain. Et donc ça, c'est dramatique. Donc le monde animal doit utiliser l'antibiotique comme un bien commun précieux et donc ne l'utiliser de façon très rationnelle. Alors il y a eu d'énormes progrès, notamment en Europe, grâce à différents plans qui ont été mis en place par le ministre de l'Agriculture sur les plans éco-antibio, pour lesquels il y a une réduction drastique de l'utilisation de l'antibiothérapie en élevage, en France et en Europe. Et en particulier en France, il y a une réduction très très forte de plus de 50%, ce qui est remarquable en l'espace de quelques années, et donc ce qui limite considérablement, et tous les usages considérablement la production d'antibiorésistance, mais qui existe néanmoins, parce que dès lors qu'on utilise un antibiotique, quel que soit, ce soit au niveau hôpital ou au niveau d'un chien qui est atteint d'une staphylococcie, on est obligé de traiter avec un antibiotique, sinon il va mourir. Et donc, effectivement, on risque de générer de toute façon une antibiorésistance de facto. C'est toujours un risque. Mais ce risque doit être maîtrisé de façon le plus précise possible. Et donc, l'utilisation doit être faite de façon rationnelle, en tenant toujours compte que c'est un bien pour l'humanité, l'antibiotique. L'antibiotique est un bien précieux qu'on ne doit pas gaspiller. Et donc, ce n'est pas dès qu'on a un mal de gorge qu'on doit prendre effectivement de l'érythromycine. C'est de là on gaspille. On ne tient pas compte que l'antibiotique est un bien. Il est un bien, donc on doit l'utiliser à bon escient. Et puis, il y a toutes les maladies nosocomiales, effectivement, qui malheureusement sévissent dans l'hôpital et donc qui sont une source, qui sont liées, dans un certain nombre de cas, à de l'antibiorésistance et qui sont à l'origine de beaucoup de pertes. Bon, il y a les maladies fongiques, hein, c'est un autre type d'agents pathogènes dont je n'ai pas parlé, qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes de mortalité hospitalière, qui font partie malheureusement des grands prédateurs d'hôpitaux, hein, et qui résistent à beaucoup de désinfectants et qui résistent dans l'air, hein, et qui sont des opportunistes parce qu'on arrive, chaque champignon a sa propre chance malheureusement de se multiplier sur un malade, et donc on ne peut pas identifier forcément des génotypes très particuliers pour cibler l'action champignons sur ce type de génotype. On n'a pas de marqueur de virulence.
identifié. D'accord. C'est très intéressant, merci. J'ai deux dernières questions pour pas trop vous prendre de temps, parce qu'on vous remercie déjà de nous accorder ce temps-là. Ma première question, c'est, je crois qu'on voit bien dans tout ce que vous dites, en tout cas pour moi c'est très clair, l'intérêt de cette approche multidisciplinaire, quoi, hein, et du fait qu'en fait, on souffre peut-être un petit peu du fait que dans un certain moment, on a un peu compartimenté les champs, quoi, le champ animal d'un côté, le champ humain de l'autre. Alors, est-ce que du point de vue de l'organisation de la recherche, parce que vous êtes chercheur, est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour favoriser, j'ai envie de dire, cette multidisciplinarité? Je dirais, je vous ai cité l'appel d'offres que j'ai la chance de m'occuper, qui est le DIM One Health, qui est soutenu par la région Île-de-France, qui est un très bel outil justement qui favorise, qui pénètre les institutions de façon horizontale sur un même thème. Et donc, on a des sujets de recherche qui sont très attrayants. Et donc, c'est à ce titre d'ailleurs que dès 2017, on a soutenu des recherches pour lutter contre des anticoronavirus. Donc, c'est grâce à cette pénétration transverse, parce qu'on continue dans le monde animal, les coronavirus sont relativement fréquents, et donc on continue à avoir une recherche dans le monde animal, mais il y avait une équipe de médecins à Henri Mondor qui avait des travaux pouvant être adaptés de virus ARN au coronavirus, et donc il y a une très belle équipe un très beau binôme qui s'est monté et que l'on a soutenu à travers ce type de projet. Donc, mon vœu, bien sûr, c'est que ce type de projet puisse continuer dans le futur et qu'on continue dans tout compte fait dans le linéage de l'école de microbiologie classique, l'école pasteurienne, puisque Pasteur est avant tout peut-être le maître en illustration et le maître dans l'illustration du concept un monde, une santé. Il est parti avant tout de la fermentation et donc de l'environnement, de l'observation de l'environnement pour passer à des vaccinations animales et à la vaccination humaine antirabique. Donc c'est une démonstration magnifique du concept. Donc on ne fait que redécouvrir. En effet. Alors, ma dernière question, elle est plus peut-être politique, mais vous avez, je crois, un avis à nous donner sur le sujet. Euh, à partir du moment où on fait ce lien, biodiversité, changement climatique, risque plus important de propagation ou d'émergence de ce type d'épidémie, on a forcément envie de se dire comment on réduit les risques. Alors, vous avez dit, il y a de la recherche multidisciplinaire. Est-ce qu'il y a des mesures en termes de régulation, par exemple du trafic des animaux sauvages, de l'élevage intensif, de certaines pratiques d'élevage? Est-ce qu'il y a des modifications sur l'organisation de l'espace urbain? Vous l'avez un peu évoqué. En gros, j'ai envie de vous dire, c'est quoi vos préconisations politiques sur la base de tout ce diagnostic très intéressant et très précis, très clair que vous nous avez présenté? Je dirais un seul mot, c'est au même titre que les antibiotiques, mais les anti-inflammatoires aussi, qui sont des biens communs pour l'humanité, tout compte fait pour les protéger, il faut qu'on soit économe, qu'on les utilise à bon escient, qu'on soit économe. Et c'est le mot peut-être économie, économie dans nos transports, économie dans notre consommation énergétique. Je vous ai signalé l'empreinte énergétique que l'on fait, donc c'est peut-être économie. C'est le maître mot qui, pour moi, je dirais, mais c'est personnel, bien sûr, c'est des discussions que j'ai avec mes enfants sur comment effectivement vivre demain. C'est, puisque ne pas sans impacter sur mes enfants demain, effectivement, c'est que je dois réfléchir à mon économie qui n'est pas suffisante aujourd'hui, je le reconnais. Et donc là, c'est un énorme effort que tout un chacun, je dois faire. Voilà. Ah, ça je le partage et je pense qu'on en est tous dans cette situation-là. Et en termes de... Là, c'est, j'ai envie de dire, notre comportement individuel et puis en réalité aussi le lien avec la société. Est-ce qu'en termes de réponse collective, de mesures précises, concrètes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous imaginez? Est-ce que, par exemple, la législation, je réinsiste là-dessus, sur le trafic des animaux sauvages est suffisante? Vous avez montré tout à l'heure une image d'un orang-outan qu'on a récupéré à un aéroport.
on formule, c'est une hypothèse à cette étape, que ça pourrait être un pangolin qui a été vendu sur un marché en Chine alors qu'il n'est pas originaire de cette région-là, donc dans ce cas qui est lié à la question du trafic des animaux. Est-ce que le fait de concentrer des élevages avec de la monoespèce sur un même endroit ne peut pas aussi être des facteurs de propagation? Peut-être que je peux comprendre, hein, peut-être que vous n'avez pas forcément réfléchi à cette question-là, hein, mais c'était juste pour savoir si vous aviez un avis sur voilà, des mesures, des améliorations qu'on pourrait préconiser pour la suite, quoi. Je prendrai peut-être juste un exemple sans forcément répondre à cette question. C'est ce qu'a souligné Frédéric Keck, qui est un très bon scientifique en matière d'approche sociale sur les maladies infectieuses, et qui avait publié dans Conversation un paragraphe il y a quelques semaines sur, évidemment, faut-il interdire les marchés d'animaux sauvages en Chine? Ce qui est interdit d'ailleurs, hein, depuis qu'il a écrit cela. En fait, le gouvernement chinois interdit la pratique de vente d'animaux sauvages en Chine. Il y avait une limite qu'il mettait en évidence, c'est que interdire va conduire à un système sous la table, sous-marin, qui lui ne sera jamais contrôlé. Alors qu'effectivement, les petits élevages d'animaux sauvages, ce qui est regrettable, hein, je ne partage pas du tout, je ne suis pas là pour défendre ces élevages qui ont lieu en Chine d'animaux sauvages, ces petits élevages, hein, qui sont comme des toutes petites structures, pouvaient être contrôlées au niveau sanitaire si elles étaient officielles. Maintenant, effectivement, si on interdit, elles vont passer dans des restaurateurs en direct sous une autre forme, ce qui sera sans contrôle. Donc, je dirais, le fait d'interdire dans ce type de pays, sur une pratique qui est appréciée de façon culturelle, et donc quand il y a cette habitude, ce n'est pas forcément le moyen ultime. Par contre, la pression sanitaire, elle, c'est la pression numéro 1 qu'il faut mettre sur les marchés. C'est la pression sanitaire. C'est de garantir au client qui va acheter sur ce marché que ça vient d'un élevage qui est contrôlé, sur lequel il n'y a pas une chauve-souris qui est en train de déféquer sur le museau de l'animal sauvage. Chose qu'on ne pourra pas aller rechercher aujourd'hui, puisque effectivement on bloque avec un interdit l'accès à ces élevages. Donc c'est là où la notion d'interdit effectivement peut avoir un effet ricochet plus négatif dans certains cas. Et là, ça va être le cas parce que ça risque de nous bloquer sur la source véritable du Covid-19. On va la perdre. Et on la perd d'autant plus qu'on s'éloigne du temps, du lieu, de l'épicentre de cette maladie, sans enquête justement vétérinaire. J'ai demandé à des amis en Chine où c'en était. Je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information sur les enquêtes qui peuvent être faites par les services vétérinaires là-bas. Donc voilà un exemple. Par contre, l'autre partie, je vous ai cité l'arrivée dans des valises d'animaux en morceaux, c'est tout à fait inadmissible, je dirais effectivement. Et là, l'information aux voyageurs doit être faite de façon très nette. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir effectivement d'introduction et de transport d'animaux dépecés, de viande de brousse, qui sont, c'est publié, hein, il y a eu un article de fait en 2014 et l'année passée, l'aéroport de Bruxelles a réidentifié effectivement des quantités tout à fait anormales de morceaux d'animaux découpés, transmis dans des valises, à un taux qui n'est pas acceptable, effectivement. Donc là, c'est vrai que il peut y avoir des mesures supplémentaires pour éduquer et informer les voyageurs des risques qu'ils prennent, qu'ils font prendre à leur entourage, à travers effectivement le Covid-19, d'ailleurs, qui est un exemple qui peut être pris comme illustrant que ça peut passer dans les voyages, mais que si vous transportez des choses qui sont d'origine animale, vous prenez un risque. Alors j'ai travaillé pendant plusieurs années sur un agent parasitaire transmis par les viandes, qui s'appelle, ça porte peu le nom, mais un chasseur qui avait tué un ours au Canada avait rapporté illégalement une partie de cet ours, parce qu'il l'avait payé cher en même temps, puisqu'il était parti chasser là-bas cet ours, l'avait ramené
en France, l'avait fait partager avec ses amis, une vingtaine d'amis, qui ont fait la maladie, la parasitose quelques jours après. Depuis, il a perdu beaucoup d'amis, effectivement. Ouais. Beaucoup de soucis économiques à payer l'hôpital, puisqu'il était à l'origine de cette flambée de parasites transmis venant d'une viande d'ours. Donc, évidemment, il y a des actions simples à mettre en œuvre, effectivement, pour bloquer véritablement ces transferts d'animaux qui sont interdits normalement. Hein, mais Bien sûr. voilà, de réinsister, de profiter également de cette période pour réinsister sur la nécessité absolue de ne pas transporter ce type de marchandises dans les valises. Alors, j'ai une toute dernière question, c'est ce que vous venez de dire qui me l'a. Donc, il y a effectivement, vous l'avez raison, hein, qui est interdit, ce trafic d'animaux. Il y a aussi, quand vous allez dans certains endroits, par exemple, vous prenez l'avion pour aller sur une zone protégée, je crois que c'est le cas à Hawaï, par exemple, vous devez déclarer, vous devez n'avoir pas de choses à manger, pas de légumes, parce que c'est des zones qui sont fragiles, parce que assez isolées du reste du monde, et donc il y a vraiment quelque chose d'assez strict, d'assez régulé en fait sur ce que vous avez le droit de déplacer. Oui. Est-ce que ce type de mesures aussi, est-ce qu'il y a d'autres endroits, est-ce que ça existe effectivement, et est-ce qu'on peut aussi réguler peut-être, bon, se déplacer, très bien, peut-être qu'il faut limiter ou diminuer le nombre de déplacements, c'est un autre débat, mais aussi est-ce qu'on doit se déplacer avec est-ce qu'on peut réglementer, limiter le risque que fait peser un déplacement sur sa capacité de propager un agent, que ce soit un virus, une bactérie, quelque chose? Ah ben oui, dès lors que vous transportez, notamment sur un milieu insulaire, en particulier sur un milieu insulaire, parce que le problème du milieu insulaire, c'est qu'il a très peu de pouvoir tampon. Donc, pensons à toutes les... Bon, je suis plus dans le monde animal, mais il y a des espèces végétales opportunistes qui ont été transportées dans certaines îles, comme les moustiques à La Réunion d'ailleurs. Les moustiques qui sont à La Réunion ont été amenés par l'homme par les bateaux. Hein. Avant, il n'y avait pas de moustiques. Avant que les bateaux n'arrivent, il n'y avait pas de moustiques à La Réunion. Donc, bien sûr que les transports favorisent énormément et ont permis je me souviens, c'est sur une île Canaries où c'est une espèce d'écureuil qui s'est multiplié à partir d'un simple couple lâché sur une île parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs, donc ils pullulent et donc ils vont détruire des productions agricoles. Donc ils vont arriver à être nuisibles alors qu'initialement, je dirais dans leur biotope où ils sont régulés en densité, avec un prédateur, ils sont complètement sans impact. D'accord. Bon, je ne veux pas vous prendre plus de temps que ça. C'était déjà très, très riche, passionnant. Merci beaucoup pour tous ces éléments et ces informations. Je crois qu'on a bien compris le concept et je crois il est très éclairant pour la suite. Alors, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et puis bon courage pour la suite de vos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.